Imaginez votre copilote du quotidien qui enregistre les meetings, vous fait une synthèse de ces réunions. Là, c'est la même chose, mais chez le médecin. Et peut-être que certains médecins chez lesquels vous êtes allé sont déjà équipés et vous ont demandé l'autorisation de pouvoir enregistrer la consultation. Et en fait, la consultation est codifiée, rangée, catégorisée. Le médecin, évidemment, relit, peut modifier et ensuite valider l'ensemble des éléments qui permettent d'assurer votre suivi et lui permettent surtout d'être concentré sur ce qui compte, c'est-à-dire la relation de soins, le care. Nos médecins nous disaient même, j'ai pu regarder mes patients dans les yeux. Je pense que c'est à la fois le plus beau des feedbacks et une partie de ce qu'on essaie de rechercher, de reconnecter le soignant et le patient. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec Jordan Defa de chez Doctolib. Bonjour Jordan. Bonjour à tous. Alors Jordan, tu es People Development Director and Culture. Pardon, si je me trompe pas, c'est bien ça. People Development and Culture, Directeur chez Doctolib. Voilà, oui. Tu vas nous raconter du coup ce que tu fais chez Doctolib. Tu vas aussi nous représenter Doctolib pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, j'imagine que si vous nous écoutez, vous avez peut-être déjà au moins une fois dans votre vie testé, si vous l'utilisez quotidiennement, cette application de santé qui fait bien plus que de la réservation. Tu vas nous en dire plus et on va surtout parler avec toi de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'invités qui viennent dans ce podcast nous parlent des transformations qui sont en train d'être opérées dans leur organisation, des grands plans de transfo autour de l'IA. Toi, tu en es déjà au 3e round. Alors ça m'a interpellé quand on a préparé cet épisode et tu vas nous raconter ce que c'est le 3e round chez Doctolib. Avec plaisir. Ce que tu as pu observer dans la mise en place de toute ta stratégie learning autour de l'IA. Allez, assez parlé de mon côté, je te laisse te présenter en quelques mots et puis nous parler de Doctolib. Merci Clément. Et donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Jordan, j'ai 39 ans et je m'occupe donc des équipes talent, learning et culture chez Doctolib que j'ai rejoint en 2021. Déjà bientôt 5 ans et j'ai commencé pour parler un peu de mon parcours au sein de la direction développement durable chez Danone. C'est là que j'ai découvert ce qu'étaient des grandes transformations dans des plutôt très grandes organisations. Puis ensuite j'ai fait du conseiller en management pendant 8 ans et ensuite j'ai découvert le métier des RH et ce qu'était la transformation au sein d'équipes retail, dans la grande consommation ou la pharma, avant de rejoindre Doctolib sur un job de Head of Talent Development en 2021. Et donc Doctolib, j'espère que vous l'utilisez, en tout cas que ça vous est utile surtout. Aujourd'hui, on est 3000 personnes et on opère dans 5 pays. On se parle quasiment 10 jours après l'annonce de notre ouverture au Royaume-Uni, mais on était déjà présent depuis 10 ans en Allemagne, puis 5 ans en Italie et puis récemment aux Pays-Bas. Donc avec la France, ça fait 5 pays dans lesquels on déploie l'ensemble de nos solutions. Et Doctolib, si je fais assez court, c'est vrai que c'est plus qu'une plateforme de réservation, merci de l'avoir souligné. On a 2 ambitions. Le premier, c'est de réinventer le quotidien des soignants. Et le deuxième, c'est de nous permettre à tous de vivre en meilleure santé. Et pour ça, on déploie des solutions, on va dire, cliniques pour les médecins et des solutions de gestion administrative de leur cabinet notamment pour leur permettre d'être concentrés sur ce qui compte, c'est-à-dire le soin, la relation avec leurs patients. Et puis pour nous, patients, vous allez le découvrir bientôt, des applications qui nous permettent de suivre notre santé, d'organiser un petit peu la manière de gérer notre parcours et de pouvoir trouver évidemment le plus facilement le bon médecin au bon moment. C'est important pour rester en meilleure santé notamment. Il n'y en a pas tant que ça, mais vous êtes un champion français qui est devenu ou qui est en train de devenir un champion européen et du coup un champion mondial. Ouais, très heureux justement de défendre l'entrepreneuriat français, un entrepreneuriat qui est ambitieux et qui est au service surtout de l'impact. Aujourd'hui, Doctolib, c'est environ 400 000 praticiens couverts en Europe. On est dans la poche de 90 millions d'utilisateurs européens aussi. Et donc, oui, on a à cœur de pouvoir devenir le champion européen de l'e-santé, défendre aussi ce que ça veut dire que d'entreprendre en Europe, sur toutes les dimensions éthiques que ça revêt aussi. On va beaucoup parler d'IA et par exemple, sur les données de santé, c'est toujours une question qui est touchy. On a notre approche de la sécurité de ces données pour s'assurer de la souveraineté de toutes ces choses qui sont hyper précieuses pour nous tous. Et donc, le faire en Europe, en France, en défendant notre unicité et notre manière de faire, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur et voilà, avec plaisir pour en parler avec toi aujourd'hui.
Eh bah, top. Alors, avant de rentrer dans le vif du Ouais. sujet et de parler d'IA, je voulais juste savoir comment ça s'organise le L&D et au final le développement des compétences dans une entreprise comme Doctolib, qui j'imagine va à une vitesse phénoménale. Mm. On reçoit beaucoup de grands groupes. Je dis pas que les grands groupes vont pas vite, mais en tout cas, j'imagine que vous allez plus vite que des grands groupes. Comment ça s'est organisé au fil du Ouais. temps et comment c'est structuré Ouais. dans les pays, au niveau... Peut-être avant de te parler d'organisation, ce qui est important, c'est de replacer à quel point le learn, donc je vais utiliser des fois des mots anglais, excusez-moi pour ça, mais est au cœur de ce qui est notre manière d'opérer. Donc on a un playbook qui définit un petit peu, c'est un peu notre recette pour comment réussir chez Doctolib. Donc il y a évidemment des comportements attendus, ce playbook il nous sert à expliquer le comment faire au quotidien et être très explicite auprès de nos équipes. Il se trouve que le learn, qui était vraiment exprimé comme ça, fait partie des 4 piliers de notre playbook qui sont présents depuis la création de Doctolib, donc ça fait 13 ans. Alors ça a évidemment évolué la manière dont on approchait ce sujet-là, mais depuis le début, c'est intégré dans la manière de faire chez Doctolib. Et il se trouve qu'on a structuré nos équipes autour de ça. Donc très tôt, il y a eu beaucoup de personnes qui développaient des programmes de formation chez Doctolib. Aujourd'hui, l'équipe, c'est environ 8 personnes qui travaillent sur ces sujets learning. Donc, dans le learning, il y a des grands programmes d'upskilling. L'IA, on en parlera tout à l'heure, mais des programmes autour de l'upskilling médical, pour rester toujours à la page sur ce qui se fait dans notre secteur. Des programmes d'upskilling autour de la user centricity pour être encore plus proche de tous nos users qui sont les patients, les soignants, comme j'évoquais tout à l'heure. Et puis le learning pour des personas plus classiques, nos managers, nos leaders, les femmes sur lesquelles on veut particulièrement investir, notamment dans la tech. Mais la réalité, c'est que le learning, c'est intégré dans le quotidien des Doctolibers parce qu'on dit depuis le début chez Doctolib, il faut apprendre 3 choses par jour. Donc on a un peu cette obsession de la curiosité pour rester à la fois à la page, mais aussi être très ouvert, très connecté à l'extérieur, qui fait que c'est attendu, même dans la manière dont on recrute les gens, d'avoir des gens qui sont curieux, connectés à leur écosystème. Lifelong learner. Exactement, qui continuent à apprendre et à transmettre. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, quand on évalue la capacité d'apprentissage de quelqu'un, en fait, on considère que cette personne commence à devenir avancée ou expert sur cette compétence à partir du moment où elle est capable de transmettre et donc de construire aussi de la formation. Et donc, c'est pour ça que le learning chez Doctolib, c'est pas simplement 8 personnes ou des gens de mon équipe, c'est des gens qui font de la facilitation et de l'enablement dans nos équipes sales, dans nos équipes customer care. C'est des gens qui vont faire beaucoup de formations au sein de leur feature team, dans nos équipes tech et produits. Et donc, c'est une communauté de learning qui regroupe, là, si je prends la communauté au sens large, environ 90 personnes. Et pas que des fans de learning, des gens qui adorent transmettre et qui contribuent à faire de ce que je disais, le learn, une valeur fondamentale de notre manière d'opérer. Et l'IA, vous l'utilisez, j'imagine, depuis des années, peut-être même dans votre produit. Comment vous êtes dit à un moment, OK, il est temps de former ou en tout cas d'avoir des collaborateurs qui ont les bonnes compétences pour faire croître Doctolib? Moi, je pense que sur l'IA, il y a 2 grands virages. J'essaie de simplifier. Il y a un virage stratégique qui est que 2024, pour nous, c'est vraiment le moment où on s'est dit opérer sans avoir des produits qui sont ce que j'appellerais AI natifs, donc construits sur la base de l'intelligence artificielle et pas juste intégrant une dimension d'intelligence artificielle. C'est à la fois le futur et surtout, ça va nous permettre de mieux répondre à notre mission qui est de simplifier la vie des soignants, permettre aux patients de rester en meilleure santé. Donc, dès 2024, on a commencé à développer des produits qui intégrait une dimension d'IA. Le plus illustratif de ça, c'est qu'on a sorti en décembre 2024 notre assistant de consultation. Donc, imaginez votre copilote du quotidien qui enregistre les meetings, vous fait une synthèse de ces réunions. Bah, là, c'est la même chose, mais chez le médecin. Et peut-être que certains médecins chez lesquels vous êtes allés sont déjà équipés et vous ont demandé l'autorisation de pouvoir enregistrer la consultation. Et en fait, la consultation est codifiée, rangée, catégorisée. Le médecin, évidemment, relit, peut modifier et ensuite valider l'ensemble des éléments qui permettent d'assurer votre suivi et lui permettent surtout d'être concentré sur ce qui compte, c'est-à-dire la relation de soins, le care. Nos médecins nous disaient même, j'ai pu regarder mes patients dans les yeux. Je pense que c'est à la fois le plus beau des feedbacks et une partie de ce qu'on essaie de rechercher, de reconnecter le soignant et le patient dans ces moments importants. Et donc les collaborateurs, ils avaient tous le niveau pour aller vers cette grande transformation que nous a amené l'IA dans tous les métiers, on va le dire.
Bah, je pense qu'ils étaient tous comme toi et moi, un peu en 2024, c'est-à-dire que déjà il fallait comprendre ce qu'était l'intelligence artificielle, savoir comment l'utiliser. On n'avait pas forcément beaucoup d'outils en fait à ce moment-là pour démocratiser l'usage. Il y avait des tests, en tout cas nos suites outils commençaient à les intégrer. Et donc on a commencé dès ce moment-là, on va dire février 2025, à former l'ensemble de nos équipes. Et puisqu'on va parler assez longuement du sujet, je décorrèlerai vraiment deux types d'équipes. Il y avait nos profils tech et produits, qui eux intègrent l'IA dans leur manière de travailler. C'était même, on va dire, pas un outil de plus, mais l'outil pour pouvoir continuer à développer un code de meilleure qualité, développer plus rapidement et développer davantage de solutions, hein. Pour le reste de nos équipes, donc les équipes non tech et produits, on va dire, il y avait une opportunité assez folle de leur proposer des outils qui leur permettent de générer davantage de confort au quotidien. J'en sais rien, vous n'êtes pas très bon en anglais par exemple, bah, l'IA peut vous permettre de traduire beaucoup plus rapidement pas mal de documents qu'on a nous-mêmes en langue anglaise. Vous apportez aussi plus d'efficacité. On l'a tous, hein, l'IA au quotidien qui nous permet de mieux gérer, j'en sais rien, l'organisation de notre agenda, la préparation ou le résumé d'un meeting. Donc ça a été le premier temps. Et donc il a fallu former les équipes à ces premiers usages. Et pour ça, on s'est appuyé sur le déploiement notamment de Dust, qui nous a beaucoup aidé pour démocratiser, on va dire, l'accès à l'IA. Pourquoi? Parce que chaque personne pouvait créer son agent, commencer à se créer son écosystème d'assistants et comprendre que l'IA, ça se construit, ça se subit pas et que donc quand je construis, je prends des décisions sur qu'est-ce qui m'est le plus utile, qu'est-ce qui m'est pas utile pour le moment et que je peux continuer évidemment à faire Donc comme j'ai pu Dust, faire avant. pour ceux qui nous écouteraient et qui ne connaîtraient pas, si Ouais. tu veux nous expliquer ce C'est que un, c'est. c'est un bon point, tu as raison. Dust, c'est une plateforme française. On parlait de l'entrepreneuriat français tout à l'heure, qui permet, qui agrège différents modèles. Donc, tu peux appeler ChatGPT, tu peux appeler Claude, tu peux appeler Mistral, le chat en l'occurrence, et au début prompter. On va dire ça, c'était les premiers usages. Et puis, très rapidement, construire des agents basés sur ces différents modèles. Ce qui permet, pour moi en tout cas, qui a permis de démocratiser très rapidement notre accès à l'IA, puisqu'on a dépassé le premier usage qui était le prompting, hein. On avait un DoctoGPT comme tout le monde, un peu, très secure, mais un peu bricolé et qui permettait de mieux répondre à une requête qu'un Google, mais bien moins puissant, bien Ce entendu. qu'on a encore dans beaucoup d'entreprises. Exactement. Pour raison de sécurité principalement. Pour des raisons Ouais. de sécurité. Alors nous, la sécurité, elle n'a pas baissé, hein. On a beaucoup travaillé avec les équipes de Dust pour assurer un accès sécurisé à nos données de travail, hein. Donc on a des drives dédiés, on fait en sorte de catégoriser l'ensemble des informations, hein. Donc comme on est audité régulièrement, on a des documents avec des niveaux et des labels pour expliciter ce qui peut être partagé et ce qui ne peut pas l'être. Dans les premières formations, on a justement sensibilisé l'ensemble de nos équipes à ce qui étaient les informations sensibles et ce qui l'était moins, à ce qui pouvait être partagé et ce qui ne pouvait pas être partagé, à ce qui peut être demandé à l'IA et ce qui ne peut pas l'être. Ça fait partie des premières formations, on va dire. Mais on a dépassé ce stade-là, effectivement, depuis je pense, à peu près 9 mois, et on est dans l'étape 2 pour l'ensemble des équipes, donc les équipes qui sont non tech et produits, où là, on passe vraiment à une dimension davantage liée à l'orchestration, à comment est-ce que l'IA, ou en tout cas l'addition d'agents, peut m'aider à transformer la manière dont je travaille, et puis simplement m'apporter du confort. Et donc là, ça demande le développement de nouvelles compétences, qui ne sont pas juste des compétences de savoir-faire et d'usage d'outils, mais qui sont une des vraies compétences sur, puisque je ne produis plus ou je produis moins, j'instruis l'IA, ou en tout cas je lui donne des instructions, je délègue à l'IA davantage, ou peut-être que j'étais pas manager mais individuel contributeur, et aujourd'hui je dois bien répartir mes tâches, faire des briefs très clairs à Je l'IA. dois manager des IA. Je dois manager des IA. Alors moi j'aime bien dire à nos équipes que quand elles me demandent c'est quoi le futur du travail chez Doctolib, Jordan, alors j'ai pas du tout de boule de cristal, mais s'il y a bien une chose auquel je crois, c'est qu'il y aura plus d'individuels contributeurs au sens strict, au sens de je peux compter que sur ma capacité de travail pour produire et délivrer quelque chose. On sera tous des managers ou j'aime bien dire des architectes, parce que je vais penser l'organisation de mon écosystème et de mon travail en fonction parfois d'IA qui pourront m'aider à automatiser certaines tâches,
D'autres fois, de la collaboration avec d'autres équipes, ça restera, et évidemment une équipe en tant que telle si je suis manager. Mais il faudra imaginer cet écosystème comme une addition de compétences. On parlera de skill-based organization tout à l'heure. La skill-based organization à l'heure de l'IA, c'est comment j'ai les bonnes compétences sous le bon format. Des fois, le format sera un agent. Des fois, le format sera une vraie personne. Et des fois, ce sera évidemment collaborer avec des experts d'une autre équipe. Ce qui remet au centre du jeu comment je sais collaborer aussi avec l'IA et des vrais humains, ce qui est très très important. Et alors aujourd'hui, on le disait en introduction, 3e round sur l'IA en termes de formation. Ouais. C'était quoi le premier, le 2e round, si tu peux revenir un peu sur l'historique. Ouais. Et c'est quoi l'enjeu du 3e round? L'AI in the flow of work, j'imagine. C'est in the flow of work, effectivement, tu as bien raison. Pour faire un peu d'historique, je pense que le premier round, si je simplifie, c'était déjà l'IA intégrée dans la manière de développer notre produit. Donc, les Américains parlent de AI SDLC, donc Software Development Lifecycle. Donc, comment est-ce que le développement de mon produit est impacté par l'usage de l'IA? Tout simplement, aujourd'hui, une très grande partie de notre code est développé par l'IA, une très grande partie de notre code est vérifié par l'IA. Et un de nos enjeux, parce qu'on a grossi très vite, c'était comment est-ce que ce qu'on appelle notre monolithe, qui est un peu le cœur du réacteur de nos solutions, arrive à rester agile pour ouvrir différents produits, enfin pour ouvrir différents pays, pour lancer de nouveaux produits. Or, quand c'est des humains qui peuvent regarder des lignes de code, vérifier ou des fois déconstruire la maison pour la reconstruire un petit peu différemment, c'est plus long. Quand c'est l'IA qui le fait, on a une meilleure vélocité, un meilleur niveau de qualité. Et surtout, ce qui nous tient à cœur, parce que là je parle d'efficacité, c'est l'impact. Et l'impact pour nous, il se mesure sur le nombre de solutions qu'on est capable de développer pour des soignants. C'est-à-dire que notre mission, je la rappelle, réinventer le quotidien des soignants. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre très fort entre la demande de soins de nous tous, patients, et on va dire la quantité de soins disponibles, donc le nombre de praticiens, les places dans les hôpitaux, etc. Nous, plus on peut faire en sorte de faire se rencontrer ce besoin de soins et cette demande de soins, sans couture si possible, ou en tout cas avec le moins de friction possible, le mieux c'est. Or, l'IA, elle nous permet de développer davantage de solutions, et donc, je l'espère, d'avoir un impact sur la santé des Français et des Européens, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, première dimension, premier round, la manière d'opérer nos équipes tech et produits. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, on avait une quarantaine de ce qu'on appelle feature team, dans des équipes qui sont composées de product managers, de designers, de software engineers, de data scientists. Qui travaillent pour développer certaines fonctionnalités. Exactement. Ces équipes-là, elles travaillent ensemble, donc c'est un peu une addition de compétences, une squad, au service d'une solution. Aujourd'hui, si vous arrivez avec cette équipe à développer 2 ou 3 solutions, ou à avoir une équipe qui est 2 fois plus petite, complétée par des agents IA avec les bonnes compétences, alors vous arrivez à développer plus de solutions et donc à couvrir un plus grand nombre, par exemple, de pays, un plus grand nombre de besoins. Et aujourd'hui, c'est ça, nous, notre vision de l'IA. On est dans un marché qui est très en demande. Je le disais tout à l'heure, des équilibres très forts entre besoins et demande de soins. Donc, il y a urgence à couvrir tout ça. Et donc, nos équipes, il a fallu les former à utiliser différents outils d'IA, à changer aussi leur manière de travailler. Un développeur web qui codait ou revoyait du code, il a l'opportunité, en s'upskillant, de pouvoir devenir pas loin d'un software engineer, ce qui offre aussi, en termes d'évolution de parcours, des opportunités hyper intéressantes. Et nous, on le voit sur cette dynamique-là parce qu'on est une entreprise en croissance, qui s'étend sur des territoires, qui développe des nouveaux produits. Et donc, c'est rien, l'IA qui tuerait des jobs. Chez nous, j'arrive à expliciter que c'est vraiment une transformation de notre manière d'opérer qui offre des opportunités parce qu'encore une fois, on a un marché avec des débouchés, qu'on a des produits qui intègrent l'IA et que c'est comme ça qu'on fait de la croissance au sens positif et avec de l'impact surtout. Donc d'abord les populations tech. Oui. Et deuxième round, salariés. Deuxième round, tous les salariés. On revient sur février 2025. C'est à ce moment-là qu'on lance donc Dust, dont on parlait tout à l'heure. D'abord, cette transformation vécue comme une IA au service du confort et de l'efficacité du quotidien
Donc, les exemples de tout à l'heure, c'était comment est-ce que j'arrive à avoir un résumé de mes différentes réunions, une organisation plus précise de mon temps, comment on a développé des premiers agents au sein de l'équipe, on s'occupe notamment de la perf management. Et par exemple, on a développé un agent qui permettait de préparer nos reviews trimestrielles pour aider le manager à recouper différents points, à préparer une synthèse qui soit sous la forme d'un feedback bien formalisé. Des échanges, des one-to-one. Exactement. Et donc, utiliser ce contexte-là pour avoir une revue de la meilleure qualité possible, en ayant briefé l'IA, en diminuant du coup probablement les biais liés à l'assessment managérial, même si le manager reste toujours responsable de son assessment final et de sa décision. L'IA ayant contribué à analyser, à synthétiser, il y a un gain de temps qui est réel, gain de temps qui est réinvesti dans les conversations qui comptent. C'est-à-dire que nous, on a des revues trimestrielles. En moyenne, nos managers passaient par revue et par membre d'équipe environ 1h30 de préparation pour 1h30 de conversation. Si en fait vous arrivez à compresser cette préparation et à faire en sorte que le manager se concentre sur le plan de développement de son collaborateur, son accompagnement par la suite, c'est gain réinvesti pour tout le monde. Hein. C'est bien pour le développement de chacun, c'est bien pour la performance de l'entreprise. Et c'est ce qu'on vise, en tout cas en développant, dans cette première phase, en tout cas, une IA qui sert à rendre tout le monde plus efficace et à avoir plus d'impact à la fin. Rendre 2. Rendre 3. Et Rendre 3. Cette année. 2026. Et voilà, je ne sais pas quand les gens nous écouteront, mais je replace on est en mai. Je veux... Mai 2026, si vous mai 2026, 2027. Exactement, si vous nous écoutez l'année prochaine. N'ayez pas peur, nous on dit à nos équipes, c'est pas trop tard. Dans cette troisième vague, notre objectif c'est d'avoir plus d'ambition sur ce que l'IA peut apporter. Donc c'est l'IA qui orchestre, c'est-à-dire des agents qui travaillent entre eux et qui permettent de redéfinir un process, un workflow au sein des différentes équipes. Donc là, on rentre dans les verticales, on n'est plus simplement sur l'efficacité, on va dire, horizontale. On est vraiment l'IA intégrée à mon processus de vente, l'IA intégrée à mon service client. Comment est-ce qu'elle permet, j'en sais rien, aujourd'hui, un médecin, on veut que près de 98% d'entre eux puissent nous joindre en moins d'1 minute. Parce qu'un médecin, il ne peut pas attendre entre deux consultes, etc. S'il est bloqué sur notre logiciel ou qu'il a un sujet, il faut qu'on... Enfin voilà, pour nous, il y a un challenge de continuité de soins. C'est hyper important de répondre vite. L'IA peut nous aider à répondre à davantage de leurs questions, à être beaucoup plus précis. Et c'est ce qu'on veut pouvoir leur offrir. Donc vous voyez, ça c'est comment Rendre 3, on rentre par vertical métier, on va dire. Mais la réalité, c'est qu'on a encore des gens qui n'ont pas démarré avec l'IA, comme dans toute boîte. Et même si je peux comprendre, on peut se dire Doctolib, c'est plutôt une entreprise de la tech, il y a plutôt des gens jeunes. On a aussi des gens qui n'ont pas forcément pris la première ou la deuxième vague. Et notre objectif, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble de nos collaborateurs qui n'auraient pas démarré du niveau start au niveau basique. Donc on a 5 niveaux de mesure de la maîtrise de l'IA. On utilise ce terme qui s'appelle AI Fluency. Vous pouvez le retrouver dans des entreprises comme Zapier qui ont un peu défini il y a très longtemps, presque 18-24 mois, ce que ça voulait dire pour eux. Nous, on a repris un petit peu ces définitions-là pour essayer d'être le plus explicite possible sur démarrer en IA, qu'est-ce que ça veut dire ? Avec la dimension de compliance, la dimension de garder son jugement et son esprit critique. Ce qui veut dire concrètement, au niveau start, relire ce que l'IA a produit avant de l'envoyer, ce qui permet aussi d'évaluer ça. C'est-à-dire que si on a un membre de notre équipe qui utilise l'IA, on va dire à mauvais escient, un peu trop rapidement, qui fait copier-coller des qui fait copier-coller exactement, pour moi ça me rappelle un peu, je sais pas, quand Internet est arrivé et que je préparais des exposés par exemple et qu'on pouvait faire des copier-coller, souvent on passait nos documents dans des logiciels qui vérifiaient le plagiat. C'est la même chose, mal utiliser un outil, donc là en l'occurrence mal utiliser l'IA. On commence à savoir le repérer. Et d'ailleurs, on commence à savoir le repérer. Il y a des manières de formuler les phrases qui sont le petit tiret évidentes, assez symbolique, les tirets partout. Nous on le voit en recrutement, hein. On a de plus en plus de cas ou de réponses à nos business cases qui sont produites par l'IA. C'est pas un problème. La question, c'est est-ce que la personne sait réfléchir par elle-même ? On en revient à l'essentiel. J'en revenais à l'impact tout à l'heure. On ne va pas mesurer ce que les gens produisent. On va mesurer l'impact qu'ils ont à la fin. Et donc,
que quelqu'un me fasse un business case de, je sais pas, de 20 pages en recrutement, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux savoir, c'est une fois que je l'interroge, est-ce que cette personne est toujours capable de réfléchir, de m'expliciter ses réponses et pas de recracher quelque chose qu'on lui aurait pré-mâché. Bref, comme dans la vie et comme dans la vie d'avant surtout. Et les compétences du niveau 1 à 5, Ouais. comment tu les évalues? Vous avez un outil, vous avez créé quelque chose maison? Alors, on les a intégrés à l'évaluation traditionnelle des compétences. Donc, je te disais, j'évoquais l'évaluation de la performance tout à l'heure. Nous, on a une évaluation régulière de la performance tous les trimestres. Et puis, une fois par an, on fait cette synthèse de ces différents trimestres. L'évaluation de la performance chez Doctolib, c'est 2 dimensions. Le what, donc l'impact, ce qui est délivré, et le how, comment c'est délivré. Et dans le how, on y met l'alignement avec notre playbook et aussi les compétences développées ou l'expertise. Il se trouve que pour que ce soit très explicite pour l'ensemble de nos équipes, on a intégré l'IA comme étant une compétence à part entière. Alors, on l'appelait AI Fluency, je l'évoquais tout à l'heure, pour expliquer aux gens que à partir d'un certain niveau, ils doivent être soit start, soit basique, soit intermédiaire, soit avancé, soit expert. On a au final assez peu d'experts. On a essayé d'être aussi graduel dans notre manière L'expert, qu'est-ce qu'il fait de plus que les Bah, autres? L'expert, il est reconnu expert dans son domaine, il est capable d'apporter une innovation dans la manière de travailler qui a un impact à Être l'échelle de créatif pour créer l'entreprise. un agent. Ah non, là, on est créatif et créer un agent, c'est ce que nous, on a mis au niveau basique. Ok. Start, l'idée, c'est j'ai compris quels étaient les garde-fous autour de l'IA, je connais ou j'ai compris quels étaient les principaux modèles. J'ai reçu ou j'ai participé à des formations qui m'ont formé sur d'où vient l'IA, comment ça a été construit, voilà, pour être conscient. Je sais faire des usages basiques, donc prompter. Et surtout, je revois mon prompt. Au niveau, on va dire, basique, on commence à créer son propre agent, un agent pour soi, pour son confort, on va dire, et son efficacité. Je sais détecter si cet agent répond à des requêtes qui sont pertinentes par rapport à ma demande, donc je suis capable de le challenger et de le faire évoluer. Donc pour moi, ça me fait penser des fois un peu à du bricolage. Je construis mon agent, je le teste, s'il ne me va pas ou si au bout de 6 mois il est un peu obsolète, je suis capable de retourner un petit peu dans le moteur et Changer les de instructions, réparer. ouais. Voilà. Nous, on veut que chacun soit... on veut pas que les gens subissent l'IA. On ne veut pas non plus, quand on dit IA in the flow of work, je ne veux pas que les gens soient des simples exécutants de ce qu'une IA aurait pré-mâché ou préparé. Je veux qu'ils soient capables de re-rentrer dedans et de dire « Attends, là je ne comprends pas, j'ai toujours mon jugement, la réponse qui sort n'est pas la bonne. Il faut soit reparamétrer. » Et là, parfois on le fera nous-mêmes, parfois on aura des gens qui nous vendent ces solutions pour le faire. Mais c'est, je pense, la bataille à ne pas perdre dans les années qui viennent, faire en sorte qu'au travail, on reste très indépendant de ce que l'IA peut proposer, en jouant avec, en l'orchestrant et pas en la subissant évidemment. 4e round, qu'est-ce que c'est chez Doctolib? Il est déjà défini ou... Non, là, vous vous fixez quoi comme objectif sur Sur les 18 prochains mois, Ouais, avec l'IA, on a un objectif qui est assez clair. C'est comment on redéfinit la manière de chaque équipe d'opérer grâce à l'IA. Donc, en ce moment, il y a un mot à la mode qui est AI Native Companies. Donc, c'est comment est-ce qu'on construit une entreprise. Il y a d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui se construisent et qui se lancent en étant 100% basées sur l'IA. là, c'est AI First Company. AI First Company. Et donc, nous, on s'est pas construit autour de l'IA au départ. Mais par contre, l'IA est maintenant au cœur de tous nos produits pour les praticiens et les patients. L'IA est intégrée dans nos modes de fonctionnement, mais est-ce que nos équipes, je pense une équipe RH, une équipe service client, une équipe sales, s'est construite autour de l'IA? Non, pas du tout, on l'intègre. L'idée, c'est comment est-ce qu'en mettant l'IA au centre, on se réorganise. Et donc, on pense à la manière d'opérer différemment. Ça veut dire des rôles qui vont changer, ça veut dire évidemment des compétences qu'il va falloir acquérir. On intègre aujourd'hui dans l'ensemble de nos équipes des profils AI Engineer, qui vont venir parfois ne connaissant quasiment pas la fonction RH, si je pense à ça, mais qui vont nous aider à penser le cycle de vie du collaborateur, repenser l'expérience en se disant que peut-être qu'il y avait des étapes très administratives ou très, on va dire, forcées un peu par nos systèmes d'information RH ou par nos propres, d'ailleurs, poncifs sur ce que doit être l'organisation d'une expérience collaborateur, et nous aider grâce à l'IA
à mieux l'orchestrer. Donc, j'en sais rien, préparer un meilleur pré-boarding, s'assurer que là, par exemple, nous, on accueille une centaine de collaborateurs par mois. On a un très bon onboarding. On forme les gens. Mais est-ce que cet onboarding, il est 100% personnalisé? Non, lié à je ne peux pas mettre une personne derrière chaque nouvel arrivant, même s'ils ont leur manager. Demain, si on a un assistant qui peut offrir une expérience personnalisée à chaque nouvel arrivant en lui donnant la bonne information liée à son job, alors on voit que la capacité qu'aurait quelqu'un à démarrer plus vite chez nous, à être très à l'aise dans notre environnement, elle va augmenter. Et surtout, j'espère que leur satisfaction d'être chez Doctolib, leur engagement et leur efficacité va elle aussi croître en même temps. Donc c'est ça, je pense, le challenge des 18 prochains mois pour nous. Ok, tu parlais rapidement des managers. Ouais. Justement, je voudrais qu'on y passe quelques Avec minutes plaisir, sur les ouais. managers. Si je ne me trompe pas, vous avez 500, 550 managers. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'eux ont un rôle à jouer? Est-ce que vous leur donnez un rôle pour accompagner les collaborateurs sur l'IA, ou est-ce que c'est d'autres personnes? On voit dans des organisations des champions Ouais. qui sont définis. C'est quoi le fonctionnement Ouais. chez Doctolib? Il y a les deux. On a des champions qui, eux, agissent plus, on va dire, c'est des champions techniques, donc intégrés aux équipes. Je prendrai, j'en sais rien, je pense automatiquement à mon champion au sein de nos équipes sales. En fait, lui, il parle business au quotidien avec les équipes, il vient de ses équipes, et c'est donc d'autant plus facile pour lui de créer un peu ce mouvement de suivi. Il va avoir des followers, quoi, en gros, dans sa fonction. Le manager, son rôle, pour moi, il est différent. À la fois, il est artisan de cette transformation, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il doit donner le sens, expliciter pourquoi on se transforme, quel est le lien avec la stratégie de Doctolib, et donc pourquoi est-ce qu'on parle autant d'IA, quels sont les plans qui sont mis en place pour former les gens. Il doit lui-même apprendre à manager différemment grâce à l'IA. Je l'espère en étant plus efficace et en mettant donc au cœur des conversations qui comptent avec ses équipes. Et ces managers, ils ont pour moi un rôle clé qui est un rôle un peu d'ambassadorat de l'IA. C'est-à-dire que le manager qui utilise l'IA et qui montre à son équipe qu'il est lui-même plus efficace, peu de doute que son équipe aura envie soit de faire la même chose, soit de s'en inspirer. On a des managers qui ont créé leurs propres agents pour aider l'équipe à être plus efficace. Et en fait, au fur et à mesure, ça permet de mettre le pied à l'étrier à certains membres de l'équipe qui n'auraient pas démarré et de créer cet effet d'entraînement qui est important, parce que je pense que l'IA, si on l'imagine comme quelque chose qu'on doit adopter, on imagine qu'on plaque quelque chose, qu'il y a des produits auxquels qu'il faudrait adopter. Bien sûr, mais il y a aussi, quand je dis beaucoup de bricolage, c'est qu'au final, on construit tous nos agents. Donc, on se pose des questions hyper positives sur notre manière de travailler, est-ce que ça veut dire l'efficacité, ce qui me serait utile ou ce qui m'est moins utile. Et je pense que c'est mieux de le faire ensemble plus que de le faire tout seul dans son coin. Donc, si l'IA peut nous rapporter ça, reconnecter les gens, c'est-à-dire qu'on va être probablement plus connecté à notre PC et à des agents, à l'intelligence artificielle, mais se reconnecter entre nous en se disant, mais au final, qu'est-ce qui nous rendrait tous plus efficaces ensemble? Quels sont les pain points qui au quotidien nous agacent et que l'IA nous permettrait de résoudre en partie? C'est génial pour la collaboration et ce qu'on veut créer dans les organisations. Merci pour tous ces partages, Jordan. On va Avec maintenant plaisir. passer au Fast and Curious. Ok, On pourrait parler pendant des heures d'IA, mais tu viendras l'année prochaine. avec plaisir. nous Je vous ferai reparler le de là où chapitre vous en êtes. 5. Ouais. On fera le chapitre 5. Chapitre 4, chapitre 5. On va parler Fast and Curious. Ouais. Fast and Curious, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelques questions très directes, des réponses pour nous partager ce que tu souhaites recommander à nos auditeurs. Et je vais commencer tout de suite avec la première question. Si tu devais décrire le futur de la formation en un mot, qu'est-ce que tu nous dirais? Je dirais contextualiser, mais vraiment parce qu'en ce moment, le contexte autour de l'IA, c'est hyper important, mais c'est pour dire personnalisé. Donc, c'est de la formation selon mes besoins, mes aspirations et mon niveau. Au moment où j'en ai envie, d'ailleurs. Très clair. Un outil de formation que tu souhaiterais partager à nos auditeurs? Là, je vais être peut-être loin de l'innovation, mais je pensais aux questions ouvertes. Je pense à ça parce que c'est à la fois utile de savoir bien poser des questions pour challenger une IA, mais c'est surtout très utile dans la vie et peut-être le plus vieil outil du monde de formation parce que c'est celui de la curiosité. Et pour moi, rester connecté à ses utilisateurs finaux, son équipe, ou tout simplement être curieux dans la vie, c'est la meilleure manière de commencer à apprendre. Et donc développer ce réflexe-là. Si vous l'avez, surtout gardez-le toute votre vie. Et si vous ne l'avez pas encore ou vous sentez que vous pouvez progresser, il n'y a pas plus puissant qu'une question ouverte pour découvrir les besoins d'un médecin quand on veut essayer de lui être utile, par exemple.
Et on a compris que chez Doctolib, la curiosité est très importante, Ouais. puisque Il faut apprendre trois Ouais, choses par jour. je retiens Donc, ça. Il y a du challenge chaque matin. Exactement. Un livre ou un podcast que tu nous recommandes? T'as le choix. J'ai pris livre et je pensais à Bertrand Piccard. J'ai beaucoup d'admiration pour Bertrand Piccard, qui est un psychiatre, chercheur et surtout aventurier. On le connaît pour ses aventures avec Solar Panel ou Solar Impulse d'ailleurs. Et il a écrit un livre, en tout cas celui auquel je pensais, qui s'appelle Changer d'altitude, où il explique un peu quel était son projet, pourquoi avoir envie de faire le tour du monde sans carburant, sur des avions avec des panneaux solaires. Et il explique surtout comment on peut réussir à réaliser ce que personne n'avait fait avant. Et en fait, ça me fascine un peu ces personnes qui probablement doutent, mais réalisent des grandes choses qui n'ont pas été réalisées avant et bousculent un peu l'ordre établi. Et voilà, c'est assez inspirant et il partage beaucoup d'analyses sur les stades par lesquels il est passé, les difficultés qu'il a rencontrées. Donc c'est pas la glorification d'un aventurier ou d'un entrepreneur, c'est vraiment l'histoire et les moteurs de quelqu'un qui réalise des choses qui en tout cas moi m'impressionnent. Très clair, et ben on le recommandera, on mettra en descriptif du podcast son livre. Un blog, un site ou une newsletter qui t'inspire? Alors là, je vais revenir sur Terre pour le coup. On va être moins dans les airs. J'adore le site qui accompagne le livre Radical Candor. En fait, Radical Candor, pour les aficionados du feedback, c'est pour moi l'une des méthodes qui permet le mieux d'expliciter comment faire un feedback et surtout quel est l'état d'esprit dans lequel il faut aborder la notion de feedback, qu'on le formule ou qu'on le reçoive. Il se trouve que dans les fonctions formation en règle générale, on se pose toujours la question, on a déjà fait 1000 formations au feedback, il faut se le dire, et pourtant la culture du feedback ne se développe pas suffisamment. Et donc on se demande comment équiper les managers. Il se trouve que ce site, en accès libre pour une grande partie, donne beaucoup de ressources. Donc je le conseille Il au plus s'appelle grand comment nombre. ce site? En fait, il s'appelle Radical Candor. Ok. Et C'est vous le avez nom du accès site. directement au Ok. site et aux ressources pour former, développer, équiper En libre vos accès. équipes en libre accès. Super. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Jordan? Je pense que aider à mon niveau chaque personne à, d'une manière ou d'une autre, révéler une partie de son potentiel, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. En tout cas, j'ai la foi dans le fait que permettre à chacun de trouver un peu sa boussole, son why, ça aide à avoir des gens qui sont plus épanouis. Et parce qu'ils sont plus épanouis, ils sont plus performants au boulot et plus heureux. Et donc, bosser quand même avec des gens qui ont trouvé un peu leur direction, c'est hyper galvanisant parce que voilà, des gens qui sont performants et heureux au boulot, ça crée d'autres gens qui sont performants et heureux au boulot. Et donc, si je peux y contribuer, parce qu'évidemment, je ne peux pas tout, ça m'aide vraiment à être de très bonne humeur et hyper engagé le matin. Top. Et allez, dernière question. Qui est-ce que tu nous recommanderais d'inviter dans le Learning Club? J'espère que je ne vais pas donner de nom de... Enfin, j'espère. De nom de personnes que tu as déjà rencontrées. Tu pourrais interviewer Gauthier Loco, qui, pour moi, est l'illustration de ce que je décrivais sur la curiosité et la capacité à toucher un très grand nombre de sujets et à transmettre. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la curiosité pour la curiosité, c'est la curiosité pour en faire quelque chose, expliciter soit des transformations profondes de société, soit accompagner des équipes. Il est très fort pour ça. Et surtout, il m'impressionne par sa capacité à regrouper des connaissances venant de différents écosystèmes pour en faire soit des formations, soit des workshops, soit des fois des produits. Voilà. C'est un ami et il m'inspire. En tout cas, on se nourrit mutuellement de nos découvertes. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu peux me redonner le prénom et le nom? Gauthier Ouais. et Loco. Et Loco. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu nous l'as pas dit. Il est consultant et il est entrepreneur aussi. Il a créé plusieurs boîtes. Il fait de la formation aussi, mais pas que. Mais je pense qu'avant tout, ce qui le caractérise, c'est la curiosité. Ok, super. Et bah, l'invitation est lancée, comme à chaque fois dans les recommandations. Merci en tout cas, Jordan, d'avoir passé ces un peu plus de 30 minutes avec nous. J'espère que l'épisode vous a plu. Et moi, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Si on
devais te demander de donner un conseil aux équipes L&D qui nous écoutent, qui parfois se demandent comment faire avec l'IA, qu'est-ce que tu leur donnerais? Un seul conseil. Former tout le monde à l'IA, ou former par équipe? C'est probablement la transformation du siècle. Donc on n'en a pas que pour 6 mois. Il faut être ambitieux pour les gens qu'on va accompagner. Beaucoup de ressources existent sans dépenser trop d'argent. Et le conseil par lequel je voulais démarrer, c'était aller poser des questions à vos utilisateurs finaux, vos collaborateurs du quotidien qui de toute façon utilisent déjà l'IA chez eux. Et donc mesurer leur degré d'usage avant de commencer, parce que parfois ils vont vous bluffer. Et souvent dans des équipes auxquelles vous vous attendez pas, puisque l'usage de l'IA, il s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Très clair. Merci pour ce conseil. Merci encore, Jordan, d'être Avec venu plaisir, avec nous. Merci de m'avoir Et reçu. à très vite pour un nouvel épisode du Learning Club. Bonne journée à tous. Bonne journée.